Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Un lourd bilan, 35 civils et 7 autres au sein des forces de défense et de sécurité ont perdu la vie dans la double attaque à Arbinda au Burkina Faso ce 24 décembre. Au même moment, des messes se tenaient appelant à la paix dans ce pays, l'un des plus touchés par le terrorisme. Validation au Mali du programme stratégique 2020-2025 concernant la filière coton, dont l'ensemble du secteur fait vivre plus de 4 millions de personnes. Le Zimbabwe est toujours au bord de l'asphyxie économique avec un chômage qui avoisine les 90% et une hyperinflation qui bat des records. Une situation alarmante pour ce pays plus que jamais exposé à l'insécurité alimentaire. À suivre les dernières mesures annoncées par le gouvernement pour y faire face. Les Burkinabés sous le choc après l'attaque terroriste qui a fait 35 morts, dont une majorité de femmes, attentat perpétré ce mardi 24 décembre à Arbinda dans le nord. 4 soldats et 3 gendarmes font également partie des nombreuses victimes. Le président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, et l'état-major des armées ont indiqué que 80 terroristes ont été neutralisés. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières qu'ait connue le Burkina Faso, en proie depuis 2015 à des attaques récurrentes comme ses voisins le Mali et le Niger. Un deuil national de 48 heures a été décrété. Depuis 2015, les attaques dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ont fait 700 morts et près de 560 000 déplacés et réfugiés, des attaques fréquentes qui touchent toutes les communautés ethniques et religieuses. Et en cette période de fin d'année, nombreux sont ceux, dans ce contexte de tension, diffusent des messages de paix et d'unité. Ibayako. Des sapins décorés sur le parvis, des églises illuminées. Au Burkina Faso, les chrétiens se sont rassemblés durant la messe de Noël, une fête religieuse célébrée par une minorité dans le pays. Malgré les dernières attaques perpétrées contre les églises, Regina Band voit sa foi inébranlée. Notre foi ne peut pas être ébranlée par les épreuves que nous vivons. Et il peut arriver pour certains quand même de se sentir découragés. Mais je dis toujours que se sentir découragé ne doit pas nous maintenir dans notre état de découragement pendant longtemps. On doit toujours se ressaisir s'il arrivait que nous soyons un peu perturbés par ce que nous vivons présentement au Burkina Faso. Cette fervente catholique se rend à la messe tous les matins, malgré les risques qu'elle encourt après les dernières attaques. Des attaques contre une minorité religieuse, là où le Burkina Faso se plaçait comme un pays de grande tolérance entre les musulmans et les chrétiens. Des tensions qui engendrent des conséquences sur le plan économique et qui affectent les marchands ambulants. Et cette année-là, ça n'en va pas. On n'a pas eu de marché, les gens n'ont pas l'argent. Comme le pays là aussi, il n'y a pas de l'entente dans le pays là. Ça fait que cette année, les gens n'ont pas l'argent, les gens ne sont pas contents. Donc on n'a pas eu de marché assez quoi, par rapport à l'année passée. Une situation conflictuelle générée par l'extrémisme islamiste, particulièrement vers les frontières avec le Mali, où plusieurs pertes en vie humaine sont dénombrées, ainsi que des déportations forcées qui mènent de nombreux Burkinabés à quitter leur foyer. Néanmoins, les chrétiens dans le pays gardent espoir dans l'amélioration de leur situation. En République démocratique du Congo, le FCC se penche sur les possibles raisons pouvant expliquer sa défaite à la dernière élection présidentielle. Parmi les causes, les dissensions avec le clergé. Désormais, pour le Front commun pour le Congo, la coalition de l'ex-chef d'État, Joseph Kabila, il faut aplanir les divergences avec l'Église catholique. Reportage de notre correspondant en RDC, Jacques Amboka. Le Front commun pour le Congo veut se rapprocher des clergés catholiques. Dans une rencontre de restitution faite ce lundi 23 décembre 2019 à Kingakati, la famille politique de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila note que les relations tumultueuses avec l'Église catholique sont l'une des causes de l'échec de son candidat à la présidentielle du 30 décembre 2019. Oui, nous avons reconnu avoir eu des divergences. Nous avons reconnu aussi avoir eu des incompréhensions. Mais le plus important, ce n'est plus ça. Le plus important, c'est que nous avons levé l'option d'aller vers les princes de l'Église catholique, d'ouvrir un débat avec eux. S'il y a des sujets qui font l'objet de ces contradictions, nous sommes prêts à les aborder, à aplanir les divergences.
Fort de son écrasant résultat au dernier scrutin qui le place aux commandes de toutes les institutions du pays, hormis la présidence de la République, le FCC veut demeurer dans la coalition avec les Cap pour le changement et met en garde tous ceux qui s'agitent contre cette coalition. Cette coalition, c'est un impératif pour le moment parce qu'elle ne concerne pas les individus, elle concerne le pays. C'est la stabilité du pays. Voilà pourquoi il faut avoir un regard critique sur ceux qui sont en train de s'agiter et leur poser la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? C'était la plus grande rencontre sous l'autorité du Front commun pour le Congo depuis l'alternance enregistrée au sommet de l'État, ayant mis ensemble certains opposants qui ont combattu le régime de l'ex-président Joseph Kabila. Le Front commun pour le Congo ambitionne désormais de se transformer en parti politique. Le Mali, champion africain du coton, la culture reste la principale richesse de ce pays. L'ensemble du secteur fait vivre un quart de sa population, mais de nombreux défis doivent être relevés pour en faire un véritable levier de croissance. Et pour ce faire, les autorités se dotent d'un programme stratégique qui doit couvrir les années 2020 à 2025. Ameneji. Au Mali, la chaîne de production cotonnière occupe jusqu'à environ 4,5 millions de personnes, toutes catégories confondues. Une filière agricole qui, au cours de la campagne 2019, a bénéficié de plus de 180 milliards de francs CFA de financement pour l'achat de coton-graines. Malgré la contribution de ce secteur aux recettes fiscales nationales, elle semble toutefois confrontée aux problématiques de la parité euro-dollar par rapport au franc CFA et à l'augmentation du prix des intrants agricoles, conduisant à un faible rendement. Tous ces programmes qui étaient mis en place, financés par la Banque mondiale et l'Union européenne, et en plus la volonté politique engagée, parce que je précise également que le Mali a fait 15% de son budget national à l'agriculture. Tout cet environnement favorable a permis alors de doubler la production quasiment sur les 5 dernières années. La filière coton, à travers son programme stratégique 2020-2025, sera axée sur un bon nombre de points majeurs à faire exécuter pour favoriser son expansion économique, comme la reconstitution du cadre institutionnel et organisationnel, tout en améliorant la production. Par ailleurs, l'industrie devra se conformer aux exigences du marché et renforcer la modernisation des outils. Jusqu'à preuve du contraire, le coton malien est destiné essentiellement à l'exportation. Donc s'il y a un cadre favorable, dans le cadre notamment de la création de la chaîne de valeur locale, en développant une industrie locale, en accompagnant notamment les paysans dans les zones rurales où la pauvreté règne, en apportant des engrais, autres produits phytosanitaires, il est évident que la production agricole dans les prochaines années pourra fortement progresser, d'autant plus que la pluviométrie a été favorable. La production cotonnière a enregistré une forte progression, passant de 440 027 tonnes en 2013-2014 à 728 606 tonnes entre 2017 et 2018. Une performance enregistrée grâce aux politiques mises en place par la Compagnie malienne pour le développement des textiles relative au programme de modernisation des usines, à la mise à niveau du parc de transport et à l'interconnexion des unités industrielles. Les transferts d'argent vers l'Afrique, des dizaines de milliards de dollars qui profitent à plus de 120 millions de personnes vivant sur le continent. Les montants sont bien plus importants que ceux de l'aide publique au développement. Mais problème, ces fonds restent encore largement sous-exploités par le secteur financier. Ange Bijounomenio. Le transfert d'argent est un marché porteur pour l'Afrique. Mais pour l'heure, cette source de revenus reste très peu exploitée par les systèmes financiers africains. C'est le résultat de l'étude qui a été menée par le cabinet de conseil international Microsave Consulting. Pour cet organe, les systèmes financiers des pays concernés n'ont pas encore adapté leurs pratiques aux familles et à leurs besoins. La plupart des transferts, c'est-à-dire l'essentiel des transferts, se fait d'une manière informelle, c'est-à-dire en dehors des circuits officiels, parce que ça coûte trop cher. Il faut quand même savoir que le coût du transfert coûte aux pays africains 1000 milliards de francs CFA. Donc, les gens préfèrent transférer l'argent à travers des systèmes informels, donc on ne peut pas avoir de repérage pour avoir de surveillance. Le potentiel est pourtant immense sur le marché des transferts. Selon l'African Institute of Remittance, les transferts de fonds de la diaspora africaine ont atteint 65 milliards de dollars, soit le double de l'aide publique au développement. En fait, ces sommes n'alimentent pas les circuits officiels de production, de création d'argent, ni pour financer des produits d'investissement. Que faire pour pouvoir bénéficier de cette somme d'argent et de pouvoir l'injecter dans l'économie? Il faudrait réussir à convaincre la diaspora de pouvoir investir son argent dans les projets économiques. Et là, ça va demander de la part des dirigeants politiques, déjà de mettre en place des politiques
cohérente pour susciter l'intérêt des gens de la diaspora. Selon une estimation de Business Insider Intelligence, d'ici à 2023, les transferts numériques devraient représenter 50% du volume total des envois, contre environ 35% en 2018. 600 millions de personnes vivent sans électricité en Afrique subsaharienne. Environ 80% habitent en zone rurale. Une situation que l'on observe notamment en Tanzanie où les autorités se félicitent néanmoins des progrès réalisés ces dernières années en matière d'électrification. Siam Le Victoria Sedji. Les Tanzaniens sortent de plus en plus de l'obscurité. Ces 4 dernières années, 990 000 ménages ruraux ont été électrifiés d'après les autorités. Pour rappel, le taux d'électrification en zone rurale demeure très faible. Il est de 49,5% contre 97,3% en zone urbaine. Il y aura une tolérance zéro afin de nous assurer que nos 12 000 villages sont connectés d'ici juin 2021 et nous imposerons des mesures strictes dans l'atteinte de ces objectifs ambitieux. L'exécutif tanzanien a fait d'énormes efforts en matière d'électrification. 67,5%, c'est le niveau global que le pays a atteint en 2018 contre 40% en 2015. D'ici 2021, les autorités espèrent électrifier tous les villages. C'est une bonne nouvelle pour l'économie parce que l'électricité est un facteur de production. Ça contribue à améliorer les conditions de vie. Et si chaque année, le gouvernement projette d'électrifier un certain nombre de ménages, au bout d'un certain nombre d'années, certainement le gap que vous relevez peut être comblé. La capacité actuelle installée du réseau électrique est de 1263,6 MW avec un mix énergétique de 85,62%. Et en 2017, la Tanzanie faisait partie du top 10 mondial des pays qui valorisent le renouvelable. Fortement engagé dans le développement du secteur énergétique, l'exécutif espère développer une véritable industrie locale de fabrication d'une partie des équipements utilisés. 60% de la population du Zimbabwe est confrontée à l'insécurité alimentaire, en plus des conditions climatiques et de la productivité agricole. Cette situation est due aussi à la crise économique aiguë et pour faire face à ce risque de famine, le gouvernement a annoncé son intention de dédier plus de 100 millions de dollars américains à la subvention du maïs, une denrée essentielle dans ce pays. Pour affronter la menace d'insécurité alimentaire qui pèse sur le pays, le gouvernement du Zimbabwe compte injecter en 2020 133 millions de dollars américains dans la subvention du maïs, principale denrée de base du pays. Selon les prévisions, la production de la céréale devrait chuter de 54% entre 2019 et 2020. Pour l'instant, l'État essaye de reprendre, de subsidier, mais ce n'est pas vraiment le vrai modèle, le modèle qui méritait. Parce que le modèle qui méritait, vu l'histoire du pays, vu la sensibilité politique, c'était plutôt le secteur privé qui devrait prendre le devant pour investir dans l'agriculture. Parce que l'agriculture zimbabwéenne a toujours témoigné son efficacité. On sait très bien, il y a une quinzaine d'années, la valeur des exportations des produits agricoles du Zimbabwe était meilleure de toute la région. Cet appui financier pourrait être étendu à d'autres denrées d'après le ministère des Finances, comme le blé par exemple, dont la production a été annoncée en chute de plus de 62%. L'exécutif a décidé de maintenir les subventions céréalières pour faciliter l'accès des populations aux produits de première nécessité. Il y a pas mal de gens qui immigrent vers l'Afrique du Sud parce qu'ils n'ont pas accès aux produits alimentaires. On connaît l'afflux des Zimbabwéens qui vont en Afrique du Sud, qui vont en Zambie. Selon les estimations des Nations Unies, plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire du fait de la sécheresse. Pour y faire face, il faudrait mobiliser 464 millions de dollars jusqu'en avril 2020. Un sujet de Siam Le Victoria Sedji. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.